Jusqu'à présent, l'inflation reste quand même très déterminée par ce qui se passe du côté des prix de l'énergie, pétrole, gaz et électricité, c'est pas seulement le pétrole, on le sait bien, mais également et de plus en plus par les prix des produits alimentaires. Sur ce graphique, vous avez, quand vous faites la somme des bâtons bleus et orange sur le dernier mois connu, pour une inflation à 5,8%, vous expliquez 60% de l'inflation par les seules composantes énergie et alimentation, alors qu'elle représente 25% à peu près du panier de consommation des ménages. Donc on avait toujours une surdétermination par des chocs qui sont de nature plutôt exogène. Des chocs sur l'alimentaire sont également en bonne partie exogènes parce que ça tient notamment à des prix de moyens de production agricoles qui sont très fortement à la hausse. Mais l'énergie est un choc qui vient plutôt d'un mouvement de prix, d'une question d'approvisionnement. Mais pour autant, il y a quand même des signaux qui disent bien qu'on a changé de régime d'inflation. Une manière de l'apprécier, c'est de regarder, alors ce graphique est un peu complexe, c'est-à-dire qu'on a regardé les contributions en points à l'inflation pour chacune des 4 grandes composantes. Énergie, alimentation, produits manufacturés et services. Et en fait, la manière de lire ce graphique consiste à regarder l'écart qu'il y a entre la contribution aujourd'hui et la contribution moyenne sur longue période qu'exerce chacune de ces 4 composantes. Et en fait, on voit que pour ces 4 composantes, l'inflation, enfin la contribution que l'on a actuellement est bien au-delà de la contribution moyenne qu'exerce chacun de ces postes à l'inflation d'ensemble. Donc, on est passé d'un choc d'inflation très concentré sur l'énergie à un choc qui désormais s'est répandu au-delà, concerne les prix des produits manufacturés, parce qu'il y a eu aussi la hausse des prix des matières premières hors énergie, les métaux notamment. Ça s'est répandu sur les services parce qu'on a un début d'accélération de l'ensemble du système de prix qui est embarqué dans les prix des services. Et donc vous avez une forme de diffusion de l'inflation. Et cette diffusion ne semble pas devoir s'arrêter, puisque les anticipations formulées par les chefs d'entreprise sont toujours des anticipations de hausse de prix, et ce, de manière quand même très marquée. On est à 4 écarts types, c'est une proportion qui est tout à fait exceptionnelle, 4 écarts types pour les opinions des commerçants de détail sur l'évolution qu'ils anticipent des prix, mais ça vaut aussi pour la construction, pour l'industrie, pour le secteur des services. Alors, qu'est-ce que représente, qu'est-ce qu'aujourd'hui veut dire cette inflation? Qu'est-ce que cela fait comme amputation du pouvoir d'achat, du revenu des ménages? On a essayé de faire un calcul tout simple. On n'a pas du tout de prévision à ce stade. On a simplement regardé l'inflation que l'on a constatée sur les 6 premiers mois et on a fait l'hypothèse qu'à partir de maintenant, l'indice des prix reste inchangé. Et ça, on l'a fait pour les pays européens que vous avez sur ce tableau. Et donc, s'il ne devait plus y avoir de nouvelle accélération des prix à partir du mois de juin, alors sur l'ensemble de l'année, relativement à l'année 2021, le choc d'inflation que l'on connaît représenterait un choc ex-ante, un choc toutes choses égales par ailleurs, de 66 milliards d'euros en France. Ça fait donc 66 milliards, ça tombe bien, c'est facile, ça fait à peu près 1 000 euros par habitant en France. Ça fait 4% du revenu des ménages, 4,3% du revenu des ménages. L'énergie, à elle seule, c'est la moitié de ce choc d'inflation. C'est 500 euros par habitant, oui, pas par ménage, par habitant pour la seule énergie. Notez aussi que c'est en France que ce choc est le plus amorti. Pour l'ensemble de la zone euro, ce choc, c'est 1 288 euros par habitant. Pour l'Allemagne, on est à 1 450. Donc on a plutôt plus amorti par l'intermédiaire des prix, par le jeu sur les prix, en France que cela a été le cas dans les autres pays européens. Et d'ailleurs, quand on regarde sur un peu plus longue période, pas seulement sur le choc de 2022, quand on regarde sur plus longue période, avec des prévisions d'une inflation qui serait en moyenne annuelle un peu supérieure à 5%, et une progression de pouvoir d'achat du revenu des ménages, de revenus des ménages aux environs de 4%, on va avoir une baisse sur l'ensemble de l'année du pouvoir d'achat du revenu des ménages, mais au total, par rapport à 2019, par rapport à l'avant-Covid, la France sera la seule des 4 grandes économies de la zone euro à avoir un niveau du revenu réel des ménages supérieur à celui que l'on connaissait donc avant le Covid, alors qu'on sera à peu près 5 points en dessous pour l'Allemagne, 2 points en dessous pour l'Italie, en dessous du niveau de 2019, et 5 points en dessous pour ce qui concerne l'Espagne. Et pour autant, quand là on parle, jusqu'à présent j'ai parlé d'un pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages, quand ensuite on va décomposer, quand on va regarder le comportement, ce que ressentent chaque ménage pris individuellement, eh bien on se rend compte qu'il y a une perte du revenu disponible brut réel
par ménage, puisqu'il y a une progression du nombre de ménages qui est grosso modo le double de la progression du nombre d'habitants. Et en 2022, il est probable que l'on se retrouve avec un niveau de revenu disponible brut réel par ménage inférieur à ce que l'on avait en 2019, mais également inférieur à ce que l'on connaissait en 2010. C'est la courbe en trait vert que vous avez sur ce graphique. Donc on a bien un pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages qui est au-dessus du niveau de 2019 et 10 points au-dessus du niveau de 2010, mais en revanche, il est inférieur quand on le regarde, quand on prend en compte la structure démographique, l'évolution de la structure démographique. Un autre point, mais là qui est plus sur de la réflexion en termes de dynamique économique, qu'est-ce que représente aujourd'hui ce choc d'inflation par rapport à la surépargne qui a été constituée par les ménages pendant la période Covid? Donc il y a eu abondance de formation d'épargne par les ménages qui étaient empêchés de consommer mais qui ont vu plutôt leurs revenus préservés, et ces revenus ont été épargnés. Et il y avait notamment une hypothèse de voir réinjecter dans le circuit, à un moment ou à un autre, cette épargne pour pouvoir stimuler la consommation. En fait, cette épargne, une partie se trouve écornée, se trouve élimée par le passage de l'inflation. Et donc, on a estimé que c'est 43% de la surépargne qui a été constituée en 2020-2021, là encore, toutes choses égales par ailleurs, qui se trouve élimée par le passage de la consommation. Donc, si vous voulez, la surépargne, elle est bien réintroduite par le circuit, mais pas sous forme de dépenses additionnelles, mais pour pouvoir au moins maintenir le niveau de dépenses des ménages. Une bonne partie se retrouve écornée. Et un autre point qui nous semble être assez important à regarder, c'est ce qui se passe du côté des dépôts réels des ménages. Ceux-ci sont en train de s'éroder. Alors, face à cela, quels sont les comportements, qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes de progression du revenu, et notamment de progression des revenus salariaux, en particulier en provenance des entreprises. Je laisserai Agnès compléter, bien évidemment, sur la partie état. Je vais me concentrer plus sur la partie répercussion désormais en termes de revenus et notamment en termes de salaire. Alors, ce que l'on voit déjà dans un premier temps sur le comportement des entreprises. Alors, celles-ci subissent un choc de prix en amont, choc de prix de matières premières, choc de prix de l'ensemble de leurs coûts. Et quand on regarde la dynamique de prix relatifs, eh bien, on a plutôt une déformation, un recul du prix relatif des entreprises relativement à leurs coûts d'approvisionnement. Et si on le regarde avec le rapport des prix à la production sur le prix des consommations intermédiaires donné par les comptes nationaux, on voit par exemple que dans le secteur de la construction, le prix à la production ne suit pas du tout, c'est là où il suit le moins même, l'évolution des prix à la consommation intermédiaire. Donc il y a un amortisseur, si vous voulez, qui est pris dans les marges des entreprises, notamment par cet intermédiaire. Et on le voit encore mieux sur le graphique suivant, où compte tenu des évolutions de la structure de coûts des entreprises, on se retrouve déjà avec un niveau de résultat d'exploitation des entreprises rapporté à la valeur de leur production, et non pas à la valeur ajoutée, mais rapporté à la valeur de la production, on se retrouve à des niveaux qui sont assez proches des points bas que l'on connaissait en 2012-2013. Oui, il y a eu la forte bosse qui est intervenue en 2021 avec tous les dispositifs d'aide qui ont été déployés, les fonds de stabilisation notamment, qui a été déployé, mais ces dispositifs n'ont plus cours. C'est tout à fait logique, enfin on est sorti de la période, ces dispositifs n'ont plus cours, s'ajoute là-dessus un choc de prix de matières premières, un choc de prix en amont qui n'est pas intégralement répercuté, donc on a plutôt un recul du résultat d'exploitation des sociétés non financières. S'ajoute à cela la question de l'évolution des salaires. Alors ce que l'on peut voir pour l'instant sur les salaires, c'est que le salaire mensuel de base, eh bien, il progresse faiblement. Mais du côté, quand on regarde le salaire moyen par tête des entreprises, donc un salaire qui va incorporer également les primes, on est sur une progression sur un an qui est de 6,7%, 3% en termes réels, mais bon, le regarder sur un an, ça n'a pas tellement de sens. Je préfère le regarder, le lisser un petit peu. Vous voyez les mouvements qu'a eu le salaire moyen par tête avec la période Covid. Je préfère le regarder par rapport à 2019. Le salaire moyen par tête est en progression de 5,1% par rapport à 2019, quand on prend le niveau du premier trimestre 2022 par rapport à la moyenne 2019, ce qui fait du 0,2% en termes réels. Donc on a une stagnation du salaire moyen par tête réel dans les sociétés non financières. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour distribuer du salaire ? Ce qui fait quand même la progression des salaires à long terme, ce sont les gains de productivité. Et quand on met au regard la productivité horaire réelle dans les branches marchandes
et le salaire horaire réel, on se rend compte qu'il y a plutôt bien moins de progression de productivité que de progression de salaire. Donc les salaires sont allés un peu au-delà de ce que le fondamental économique permettrait. Les gains de productivité sont très en deçà de la progression du salaire réel, quel que soit le déflateur que l'on utilise. Donc les marges d'augmentation salariale sont dépendantes des évolutions de productivité et pour l'instant ces évolutions ne sont pas très fortes. Alors pour autant, qu'est-ce qui est en train de se faire sur les salaires? Et notamment, j'insisterai sur la partie de la discussion conventionnelle des accords de branche. Il y a eu une note qui était très intéressante qui a été faite par la Banque de France au mois de mai pour essayer de positionner où on en était en termes d'accords de branche. À la fin de l'année 2021, les négociations sur les minima de branche, c'était une augmentation comprise entre 2,5 et 3,5%. C'était 1% en 2021. Avec des clauses de revoyure qui ont été beaucoup plus fréquentes, qui ont été incorporées dans les accords de branche, qui étaient beaucoup plus fréquentes que ce que l'on observe habituellement. Et donc, les clauses de revoyure sont en train de s'exercer dans un certain nombre de branches, d'autant que les évolutions du SMIC, sans compter la prochaine qui va intervenir au 1er août, les évolutions du SMIC ont fait passer les minima de branche en dessous du SMIC dans de nombreuses branches. Alors, il y a quelques relations économétriques qui sont rappelées là-dessus. Ce qui fait l'évolution, c'est l'inflation qui est vraiment déterminante des minima de branche. Donc, on a plutôt devant nous une accélération des minima de branche. C'est 0,6 points. Quand vous avez une inflation à 1 point, vous avez 0,6 points en moyenne d'augmentation des minima de branche. Et donc, on peut s'attendre à ce que, comme on aura une évolution des prix qui sera un peu supérieure à 5% fin 2022, il est probable que l'accélération des minima va se poursuivre et donc qu'il y ait une progression régulière des salaires sans pour autant forcément complètement annuler l'inflation. Mais là encore, il y a un jeu entre les primes et les salaires. Et puis je terminerai juste sur un point qui était un peu en filigrane de ce que j'évoquais sur la comparaison du revenu disponible brut des ménages entre la France et les autres pays de la zone euro. On est sur une dispersion d'inflation qui est tout à fait exceptionnelle à l'intérieur de la zone euro et qui va poser à un moment ou à un autre des problèmes. On sait qu'une bonne partie de cette moindre inflation en France tient à l'intervention directe qui a été faite sur le niveau des prix et ce qui peut-être induire, si on imagine qu'il y a à peu près les mêmes élasticités des salaires par rapport au prix dans la plupart des pays européens, cela va induire une redistribution des cartes en matière de compétitivité salariale au sein de la zone euro, sauf que cette compétitivité salariale, elle aura été notamment permise en France par une intervention budgétaire extrêmement importante qui va nous mettre dans une situation de déséquilibre budgétaire plus importante, plus dégradée que beaucoup de pays européens. Et donc ça, on risque d'avoir quand même une nouvelle contrainte qui va s'exercer, un ressentiment peut-être dans les pays d'Europe du Nord qui viendra de ce décalage d'inflation qui est intervenu. Mais là, c'est juste un risque que je voulais évoquer. Très bien. Merci, M. Ferrand. Et vous avez montré que, évidemment, lorsqu'on préparait un PowerPoint, on pouvait gagner 5 minutes de plus, ce que nous vous avons donné avec beaucoup de plaisir, mais je ne souhaite pas encourager les suivants à prolonger dans cette durée. Vous nous avez également, évidemment, fait un exposé, et c'est très logique compte tenu de l'institut que vous représentez, qui est un peu sous l'angle de l'entreprise et des salariés des entreprises, bien entendu. C'était ce qu'on attendait d'ailleurs de vous dans cette table ronde. Madame Benassi-Kéré, vous laissez encore votre place ou non? Donc. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, comme ça va me permettre de ne pas répéter ce qu'a dit avec beaucoup de pédagogie Denis il y a un instant. Peut-être pour compléter sur certains points et puis développer d'autres. Sur l'évolution du pouvoir d'achat des salaires. Alors les salaires, je pense qu'il a montré des salaires par tête. Il faut peut-être les corriger par l'activité partielle parce que voilà, on a ce grand V en 2020. En fait, il y avait l'activité partielle, ce qui fait que c'est un peu en trompe-l'œil ce V. En réalité, les salariés ont bien reçu des rémunérations en 2020. Donc c'est un peu compliqué de calculer les taux de croissance à cause de ça. Je suis vraiment complètement d'accord. Il faut qu'on fasse très attention sur le fait qu'on a vraiment un décrochage de la productivité par rapport à la fin 2019, par rapport à la tendance pré-crise, enfin pré-Covid, puisqu'en fait on enchaîne les crises, donc pré-Covid, on ne serait à peu près moins 5%. Donc c'est tout à fait important.
Et donc, il faut mesurer l'évolution des salaires par rapport à ça. C'est-à-dire, si on maintient les salaires réels sur la croissance, sur la tendance pré-crise, on a un décrochage de la compétitivité. Alors, soit qui se prend dans les marges, les entreprises prennent dans les marges, ce qui va avoir lieu. Nous, on n'est pas encore alarmistes sur les marges, parce que 2021, c'était un point haut sur les marges. Donc on s'attend à une diminution des marges, en effet, mais pour revenir à un niveau proche de 2018, qui est en général le point de comparaison, puisque 2019 il y a le double compte CICE. Donc voilà, je voulais remettre un peu les choses en perspective, et par rapport au débat actuel sur les salaires aussi, puisque l'État intervient sur les salaires quand il y a une faille de marché. Et il y a classiquement une faille de marché pour les non-qualifiés, puisque pour les non-qualifiés, il y a un marché local du travail, avec en général quelques employeurs dominants et des travailleurs qui, eux, sont peu coordonnés. Et donc, c'est une négociation asymétrique, et l'État intervient par le salaire minimum pour empêcher le salaire de tomber trop bas. Pour les salaires au-dessus du salaire minimum, la concurrence entre les entreprises, surtout en ce moment où il y a des contraintes de recrutement, est vertueuse en réalité. C'est-à-dire que certaines entreprises vont pouvoir offrir des salaires plus élevés, attirer à elles les meilleurs travailleurs, et c'est bon pour la dynamique de la productivité dont je parlais tout à l'heure, qui était en panne. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça, que rien n'empêche les entreprises d'augmenter les salaires. Elles ne peuvent pas descendre en dessous du SMIC, mais elles peuvent monter au-dessus. On souffre en France d'avoir une échelle de salaire qui est très comprimée autour du SMIC, qui crée un peu de désespérance pour les personnes qui sont juste au-dessus, qui bougent pas beaucoup, qui se font rattraper par le SMIC. Donc je pense qu'il faut faire très attention quand on commence à discuter de plus d'interventions publiques sur les salaires, et également faire très attention que nous sommes un pays qui a un déficit commercial. Ce déficit commercial a augmenté avec le Covid. Il n'a pas été rattrapé depuis. Certes, il y a des revenus, vous avez peut-être vu les chiffres de la Banque de France, il y a des revenus qui rattrapent sur le compte courant. C'est assez classique en France, bon, c'est plus que ce qu'on attendait, mais il reste qu'on a un déficit commercial. Et donc, c'est cette période avec des grosses divergences d'inflation entre les pays européens, c'est peut-être aussi une occasion pour la France de réaliser son ajustement de prix relatif qu'elle n'arrivait pas à faire avant la crise, quand il n'y avait pas d'inflation. Je vais rappeler aussi la crise de 2009, où en 2009, donc par rapport à mon sujet sur la productivité, en 2009, la productivité, donc avec la crise financière, la productivité a baissé, les salaires ont continué sur leur lancée, et cet écart, on ne l'a pas rattrapé. Donc le gouvernement a dû le rattraper avec le CICE. Et donc, compte tenu de la situation des finances publiques aujourd'hui, il faut faire quand même très attention. Il n'y aura pas un nouveau CICE pour rattraper ce décrochage. Donc voilà, c'est la première chose que je voulais dire sur les salaires. Sur le soutien public, alors on a fait des petits calculs. Denis l'a bien montré, il y a une partie qui est via moins d'inflation. Et puis, donc le soutien du pouvoir d'achat des ménages vient en partie par les différents dispositifs, blocage des hausses de gaz, d'électricité, le carburant, etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Et l'autre partie, c'est via le soutien aux revenus, les chèques. Et donc, d'après nos calculs, en 2022, ce sera à peu près moitié-moitié. Et le total serait presque de 3% en France. Donc, c'est un soutien massif. Pour donner une perspective, les autres grands pays européens, c'est de l'ordre de 1 à 2%. Le soutien du pouvoir d'achat via ces différents dispositifs. Donc il n'y a pas de miracle. Il y a effectivement une situation du pouvoir d'achat qui est meilleure en France que dans d'autres pays européens, mais c'est grâce à un soutien public. Donc ça m'amène au sujet du soutien public. Où est-ce qu'on va par rapport au soutien public, et aussi peut-être donner un peu une analyse par rapport aux discussions sur la situation des finances publiques et le fait que quand les prix augmentent, il y aurait des recettes budgétaires et qu'on pourrait dépenser. Donc, effectivement, quand on regarde un peu les choses au premier ordre, on se dit, avec de l'inflation, il y a plus de recettes de TVA et donc l'État a plus d'argent. Par ailleurs, la dette est fixée en euros.
il y a 10% qui est indexé, mais 90% qui n'est pas indexé. Et donc, rapporté à un PIB qui augmente en valeur, normalement, ça devrait alléger les finances publiques. Alors, en réalité, c'est pas faux, ça, mais c'est quand même une toute petite partie de l'histoire. Et sans le faire trop long, donc à court terme, l'OFCE l'a bien montré, à court terme, comme l'indexation des dépenses est moins rapide que l'indexation des recettes, on a effectivement un effet positif à quantité donnée. Et c'est là que manque l'essentiel de l'histoire, c'est qu'on a un choc de termes de l'échange. C'est-à-dire qu'en fait, on subit une hausse de notre énergie importée. L'inflation, elle ne vient pas d'un boom de la demande, comme c'est le cas aux États-Unis, au moins en partie. Chez nous, ça vient de l'inflation importée. Donc, ça veut dire qu'on paye plus cher. Donc, on fait des chèques, non seulement à la Russie, mais surtout aux pays du Golfe. Et cet argent, c'est de l'argent qui va manquer pour les caisses de l'État. Donc, on ne peut pas avoir un pays qui s'appauvrit, parce que c'est ça un choc de termes de l'échange, le pays qui s'appauvrit et des finances publiques qui sont florissantes. Ce n'est pas possible. Et la raison, c'est qu'en volume, les assiettes fiscales diminuent relativement à avant le choc énergétique. Donc la consommation, les revenus, il y a des révisions de la croissance à la baisse et ça se retrouve dans les finances publiques. Donc c'est masqué en 2022 par des recettes exceptionnelles dont une partie viennent du rebond de l'activité en 21. Si on pense aux recettes d'IS, donc en 2021, il y a eu un rebond des profits et donc il y a un rebond de l'IS en 2022, mais ça va disparaître. Il y a aussi une baisse du taux d'épargne par rapport au niveau exceptionnel de 2020 et 21, donc il a diminué un peu en 21 et de nouveau en 22, mais ça ne peut pas continuer éternellement. Donc il faut faire un petit peu attention. On a des effets qui masquent l'effet sur les dépenses publiques. Et enfin, il y a également le fait que quand on a un choc de termes de l'échange, en fait, les prix à la consommation, et Denis a bien montré, vont plus vite que les prix à la production. Or, les recettes fiscales sont plus ou moins indexées sur les prix à la production, puisque c'est la valeur ajoutée qui est ensuite partagée entre le travail et le capital. Et par contre, les dépenses publiques sont largement indexées sur les prix à la consommation. Donc là, on a aussi... Normalement, en temps normal, les deux prix vont à peu près pareil, mais là, ce n'est pas du tout le cas en ce moment. Et donc là aussi, on a une perte. Enfin, sur la dette, à court terme, donc une partie de la dette est indexée sur l'inflation. Malheureusement, c'est 30% de l'inflation française, mais 70% l'inflation zone euro. Donc, comme elle va plus vite, on a un effet inflationniste, un surcoût sur la dette à court terme. À plus long terme, c'est naturellement la hausse des taux qui l'emporte. Et là encore, sur le R-G, il faut faire attention, parce que si le R augmente et le G augmente, très bien, le taux d'intérêt moins le taux de croissance. Si les deux augmentent, ça va. Mais le problème, avec un choc de termes de l'échange, c'est qu'on risque d'avoir un R qui augmente et un G qui diminue. Donc là encore, on a un effet boule de neige qui augmenterait. Alors pour terminer, vous aviez une question sur les inégalités par rapport à... l'inflation, un sujet que n'a pas trop couvert Denis. Juste pour aller vite, je vais juste citer les chiffres de l'INSEE, c'était très intéressant. Et donc ils ont calculé le choc d'inflation pour différents types de ménages. Et donc on voit que les habitants en zone rurale, ce n'est pas une surprise, sont plus exposés au choc d'inflation, donc de l'ordre de 1 point de plus. Donc lorsque en avril 2022, c'était la date de l'étude, le glissement annuel était 4,9 pour la France entière, et c'était plutôt 5,9 en zone rurale. Et par contre, les jeunes, c'est presque 1 point de moins. Donc c'est intéressant, mais il faut faire attention de ne pas lire ça sans regarder à côté les soutiens en revenus et les mécanismes d'indexation. Et là, je voudrais quand même rappeler que le SMIC a augmenté de quasi 8%, aura augmenté en août de quasi 8% sur un an. Et donc, en fait, les revenus inférieurs sont relativement bien protégés, si on pense aussi aux minima sociaux. En zone rurale, on peut imaginer aussi qu'il y a des retraités en assez grand nombre. Donc, il faut faire attention à ça. Par rapport au soutien en revenus, là, donc un petit calcul montre que pour le premier décile, ça représente... donc, les mesures de soutien au pouvoir d'achat pour les ménages par dixième de revenus, c'est à peu près 6% du revenu pour le premier décile et 1% pour le dernier décile. Donc, tout le monde gagne et c'est l'État qui perd. Mais c'est en pourcentage du revenu. Alors, évidemment, en euros courants, c'est pas pareil puisque le revenu du premier décile, par définition, est plus bas.
Et qu'est-ce qu'on peut attendre par rapport aux années 70 ? Je termine juste là. Donc on ne sait pas très bien. Les anticipations d'inflation pour l'instant sont ancrées. La boucle prix-salaire n'est pas totalement enclenchée, mais très franchement, c'est un peu mystérieux. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on est mieux armé que dans les années 70. Il y a moins d'indexation, il y a moins de dépendance aux énergies fossiles. Les banques centrales sont indépendantes. Les salaires réels sont moins rigides, mais il y a des éléments qui peuvent quand même, qui sont différents, pas forcément bien par rapport aux années 70. Il y a beaucoup d'endettement, notamment d'endettement privé, mais aussi public. Des tensions sur le marché du travail qui peuvent alimenter la boucle prix-salaire. Une surépargne accumulée, on ne sait pas ce qui va se passer, mais elle peut être éventuellement dépensée. Et donc ça soutient l'inflation. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, surtout que je vous rappelle qu'après nos questions, vous aurez un deuxième petit tour, un peu plus court, mais qui vous permettra de traiter les derniers points éventuellement que vous aurez. Donc je cède maintenant la parole à M. Mathieu Plane, directeur adjoint de l'OFCE. Et je vais lui faire ajouter, peut-être si jamais il n'y avait pas pensé, et puisque le sujet n'a pas encore été abordé, finalement la politique monétaire par rapport à la lutte contre l'inflation aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne réponse? Je le pose de manière un peu raide comme ça, mais est-ce que ça répond au sujet? Bon, mais si vous pouvez l'intégrer dans votre, votre propos. Vous m'entendez bien là? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais essayer d'être bref et évoquer effectivement ce sujet de la réponse en fait des politiques économiques à cette inflation, qui me semble un sujet quand même assez crucial, avec le fameux dilemme des banques centrales entre agir pour éventuellement donner un signal, en tout cas, comme quoi cette inflation pouvait avoir des effets de second tour et donc remonter les taux, clairement, mais avec les effets, bien sûr, que ça pourrait avoir en termes de conséquences sur le coût de refinancement, avec ce qu'a dit Agnès, l'augmentation des dettes notamment, et bien sûr les risques de casser la croissance, alors même que cette inflation est quand même beaucoup pour le moment d'origine importée. Et ça, c'est quand même un point important, et notamment pour la France ou la zone euro. Quand on regarde l'inflation actuelle, globalement, on a peu plus de, c'est à peu près 60% qui est lié à l'énergie et à l'alimentaire. Donc ça veut dire que l'inflation, qui est plutôt d'origine domestique, reste relativement maîtrisée. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation, mais elle n'a rien à voir. Et d'où le choc sur le pouvoir d'achat. C'est que c'est quand même cette inflation importée qui vient percuter de plein fouet le pouvoir d'achat des ménages, parce que, comme ça a été dit, c'est pas la hausse des revenus qui fait l'inflation, c'est la hausse des prix importés. D'où le problème des inégalités et de ce choc inflationniste qui peut être très différent selon les situations. On l'a vu entre notamment les zones rurales, très clairement, les périurbains ou les agglomérations. Par exemple, l'agglomération parisienne, nous on avait fait un petit calcul à l'OFCE, c'est que sur l'inflation qui était, c'était mois de mars, on avait déjà à peu près 5% d'inflation. Les 10% des ménages les mieux lotis, entre guillemets, face à ce choc, ils avaient une inflation à 2,5. Les 10% des ménages les plus exposés, ils avaient une inflation à 8,5. C'est-à-dire qu'on avait déjà un écart très fort. Et très clairement, finalement, dans cette crise-là, c'est moins la question des revenus qui va jouer que la question de votre lieu d'habitation. C'est-à-dire qu'au sein même d'un décile, prenez les plus modestes ou les classes moyennes, vous avez des situations qui vont être très différentes. D'où la difficulté de l'intervention publique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire juste de l'ajustement selon la situation du revenu. C'est plutôt la situation du lieu d'habitation, du transport, de votre type d'énergie pour vous chauffer, etc. Bon, je vais juste être bref, c'est que, comme vous avez vu, l'origine de cette inflation, elle est d'abord liée à des chocs qui sont très, très spécifiques. C'est-à-dire qu'on a une crise mondiale en 2020 qui est inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une reprise aussi inédite, qui déstabilise les économies, avec des problèmes entre la demande qui remonte très fort, des capacités de production qui ont du mal à suivre. On l'a vu déjà, les problèmes d'approvisionnement existaient avant la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie aussi. Et puis derrière, vous avez le deuxième choc qui est la guerre en Ukraine. La problématique, c'est qu'on pensait, il y a encore quelques mois, que c'était en fait des goulots d'étranglement. C'est-à-dire qu'on était face à une situation de choc économique très particulier avec une reprise et que ça créait des goulots d'étranglement et que petit à petit, ces goulots d'étranglement allaient disparaître avec le rétablissement des capacités de production. Or, en fait, là où pour nous ça devient extrêmement compliqué, c'est qu'on n'est peut-être pas face à quelque chose qui est temporaire. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine conduit probablement à des prix de l'énergie élevés durablement. On ne sait pas jusqu'à quand et jusqu'où. Il y a toute la question du gaz, vous connaissez le sujet.
Donc, quel est le scénario du prix de l'énergie? C'est quand même fondamental. Et puis, l'autre point qui est nouveau aussi, c'est les stratégies adoptées par les pays pour la réponse à la crise sanitaire. C'est-à-dire que quand le gouvernement fait son projet de loi de finances en octobre, il n'y a pas Omicron, hein. Omicron arrive et donc on voit que d'abord l'épidémie n'est pas forcément derrière nous et donc ça crée des nouveaux chocs sur l'économie mondiale et sur les chaînes de production mondiale. Et donc ça crée des tensions en fait qui disparaissent pas. Et puis après c'est la réponse à cette crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on voit que la Chine met en place une stratégie zéro Covid, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Bon, donc du coup ça va entretenir les tensions. Donc la grande question fondamentale, et puis je vais peut-être m'arrêter pour la discussion après là-dessus, c'est que à mon avis, comme on l'a vu, pour le moment, la réponse sur les salaires, elle reste assez modérée, hein. On voit le salaire mensuel de base. Au premier trimestre, il augmentait d'un peu plus de 2%, alors qu'on a une inflation qui était déjà supérieure à 4%. Nous, notre prévision, c'est que ça va faire 3,6% sur les salaires mensuels de base cette année, avec une inflation à 5,3%. Donc en fait, ça veut dire que les salariés perdent en pouvoir d'achat, sauf les personnes au SMIC, ce qui va poser toute la question de la distribution des salaires pour les personnes qui sont juste au-dessus du SMIC. Le SMIC, en moins d'un an, va augmenter de près de 8%. À mon avis, ça sera assez peu le cas des personnes qui sont 10, 20, 30% au-dessus. Donc c'est là la question aussi sociale qui va devoir être traitée. Juste peut-être pour conclure sur un certain nombre de points, pour ouvrir peut-être la suite. Les principaux enjeux pour moi, bien sûr, qui est déterminant, c'est les facteurs géopolitiques et l'évolution du prix des hydrocarbures, typiquement les relations avec la Russie et l'approvisionnement en gaz, hein. Effectivement, si on va sur un schéma où les prix du pétrole ou du gaz continuent à augmenter, l'inflation continue à augmenter. Pour la France, il y a aussi un enjeu qui est important, c'est que effectivement, on a eu moins d'inflation que nos partenaires parce qu'on a eu des boucliers, parce qu'on a eu des remises de 15 centimes avec un coût budgétaire qui a été évoqué, qui est supérieur aux autres pays. Donc il n'y a pas de mystère, hein. On met plus d'argent, on protège mieux, etc. On gagne quand même en compétitivité relative. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, quand on va, ce qui peut être assez logique, c'est qu'on ne peut pas maintenir ces dispositifs éternellement et qu'on va sortir du bouclier tarifaire ou des remises de 15 centimes, on va faire du ciblage, on va réduire la voilure budgétaire, ce qui va créer un choc inflationniste pour les personnes qui étaient jusque-là protégées. Donc ce qui veut dire qu'en 2023, on peut avoir plus d'inflation que nos partenaires dans ce cas-là, ce qui peut avoir un effet de rattrapage. L'autre point qui me semble important, c'est que c'est effectivement l'incertitude sur l'évolution de la gestion sanitaire des pays, voir comment est-ce que la Chine va garder de façon durable cette stratégie zéro Covid qui pose quand même pas mal de problèmes. Et puis, dernier point, il y a la question de l'épargne, l'épargne accumulée qui est considérable, pour le moment qui n'est pas puisée. Alors elle va être peut-être rognée par cette inflation, mais pour le moment elle continue. Le taux d'épargne, même au premier trimestre 2022, est encore au-dessus de son niveau d'avant-crise. Donc les ménages sont quand même dans une phase d'incertitude et d'inquiétude, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas dans leur épargne, on ne le voit pas, le taux d'épargne reste élevé. Et donc s'ils se mettaient à désépargner, ça ferait un relent de consommation, mais vu l'incertitude, ça me semble assez peu probable aujourd'hui. Et puis, il y a les gestions du risque inflationniste par la BCE, donc vous avez évoqué, avec ce fameux dilemme entre augmenter les taux pour montrer qu'il y a une anticipation sur les risques inflationnistes, les effets de second tour et que le mandat doit être respecté, et le risque que ça peut générer. Et d'autant plus dans une zone euro qui est quand même assez fragile sur cette question-là, parce qu'on a toujours ce risque de fragmentation de la zone euro, avec l'Italie qui est plus exposée en cas de remontée des taux, et ces fameux R-G ou G-R, dont parlait Agnès juste avant, qui est l'écart entre la croissance et les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'effectivement, quand votre croissance est plus forte que vos taux d'intérêt, ça vous permet de vous désendetter sans faire trop d'efforts. L'inverse, c'est l'effet boule de neige. C'est que votre charge d'intérêt augmente plus que votre recette fiscale. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc le dilemme dans zone euro, il est quand même assez différent de celui des États-Unis. C'est que la remontée des taux aussi crée des spreads, c'est-à-dire des écarts entre pays, qui peut être beaucoup plus fort et dont la BCE va devoir gérer. Elle va mettre un outil anti-fragmentation en place, qu'on attend beaucoup, mais le dilemme se rajoute à toutes ces problématiques. Mais dernier point, et j'arrête là, si on dit qu'il n'y a pas de... on reste stable sur les prix de l'énergie, imaginons ça, et qu'on retrouve une situation sanitaire à peu près normale, moi je crois qu'on ne sera pas dans la boucle prix-salaire de la stagflation des années 70, qui a duré 10 ans, des indexations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les salaires ne sont pas indexés automatiquement. La BCE a quand même un mandat très clair, elle est indépendante, et les pays sont quand même très ouverts sur le commerce et en compétitivité. Donc ça limite quand même ces effets de second tour qu'on pouvait avoir autrefois, ce qui veut dire qu'à court terme, ça fait quand même un choc négatif aussi sur le pouvoir d'achat, et donc c'est la question sociale à court terme qui va devoir être traitée. Merci.
Merci. Lorsque vous aurez la parole une deuxième fois, vous essaierez de donner votre point de vue à vous sur une... Si vous étiez le gouverneur de la banque, de la BCE, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, j'aimerais entendre des... Voilà. C'est un beau mandat. C'est un beau mandat, oui. Ne le refusez pas pour quelques instants. Monsieur Chanet, s'il vous plaît, pour une dernière intervention pour l'Institut Montaigne. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs. Alors, je ne représente pas l'Institut Montaigne, hein, je tiens à le préciser, je conseille l'Institut Montaigne, mais les vues que je vais partager avec vous, qui sont plus générales que celles de mes collègues, sont personnelles. Je vais d'abord vous parler de la dimension mondiale de l'inflation, revenir un petit peu sur les causes de l'inflation, vous expliquer pourquoi je suis un petit peu plus inquiet à propos de la France que certains de ses partenaires sur la possibilité d'une inflation durable, et réfléchir un peu aux moyens que les politiques publiques peuvent... et le tout en 10 minutes, ce qui va être... Le tout en 10 minutes, et je n'oublierai pas la BCE, même si je ne prendrai certainement pas la casquette de sa présidente. D'abord, le retour de l'inflation, c'est vraiment un phénomène mondial. Et d'ailleurs, avant même que l'inflation redevienne un sujet de débat dans le grand public et pour les politiques, c'était un débat chez les économistes. Il y avait en gros deux camps. Il y avait ceux qui disaient... Bon, il y a un excès d'épargne mondiale, c'est le saving glut dont parlait Ben Bernanke, et donc on est condamné à une inflation très basse et à des taux d'intérêt très bas pour encore quelques milliers d'années, ou quelques vingtaines d'années, quelques dizaines d'années, il ne faut pas non plus exagérer. Et puis il y avait ceux qui disaient, oui, mais il y a déjà une certaine accélération de l'inflation aux États-Unis. Nous sommes rentrés dans une période de démondialisation, alors qui n'est pas brutale, mais tous les bénéfices de la mondialisation qui étaient de la désinflation sont inversés. Et c'était un débat un peu académique, mais il y avait une chose sur laquelle tout le monde était d'accord, parce que beaucoup de travaux statistiques l'avaient prouvé, c'est que l'inflation, c'est mondial. Alors je citerai une étude qui date de 2010, de Benoît Mojon et de Ciccarelli, qui montrait que pour un très grand échantillon des pays de l'OCDE et sur longue période, 60% de l'inflation, lorsqu'elle monte ou lorsqu'elle descend, c'est une composante mondiale. C'est le cycle économique mondial, c'est les matières premières. Donc l'inflation, c'est un point sur lequel tout le monde était d'accord, y compris ceux qui pensaient qu'il y avait un risque, ceux qui pensaient qu'il n'y en avait pas. C'est mondial. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Alors d'où vient l'inflation qui nous préoccupe aujourd'hui? C'est clairement un choc d'offres. C'est l'incapacité de l'appareil de production mondial à suivre la reprise post-Covid, qui a été plus forte qu'anticipée. Les gens n'ont pas pu dépenser, ils se sont mis à dépenser. Et puis un deuxième choc d'offres, qu'il y a moins d'énergie fossile en particulier, produite que prévu. Et donc, si l'offre est réduite et que la demande est toujours là, on a un choc inflationniste et qui, par définition, doit s'appeler de la stagflation. Puisqu'il y a moins d'activité et des prix plus élevés, ça s'appelle de la stagflation. Alors j'apprécie ce que Mathieu a dit. La stagflation, c'est lorsqu'elle devient endémique que ça devient un véritable problème. Mais la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est véritablement une situation stagflationniste. Alors, si c'est un choc d'offres, les chocs d'offres, un peu par définition, c'est transitoire. Parce qu'il y a des signaux prix qui sont particulièrement violents. Regardez le prix de l'électricité, le prix du gaz, etc. Et s'il y a une chose qu'on a appris dans l'histoire économique, c'est que les économies, en tout cas les économies de marché, elles s'adaptent. En 1973 et en 1979, on a eu des chocs pétroliers massifs. Quel a été le résultat? Une incitation très forte à investir dans la recherche de pétrole, de gaz, de nouvelles techniques d'extraction, et en aval, dans des économies beaucoup moins gourmandes en pétrole. Donc l'offre s'adapte, mais il lui faut du temps. Et c'est précisément là où se pose le problème de la possibilité d'un régime inflationniste. L'offre s'adaptera. Si ça lui prend 10 ans, eh bien pendant 10 ans, on a un risque d'inflation si elle est auto-entretenue. Le régime d'inflation dont, je crois, Denis nous a un petit peu parlé en nous montrant les différentes composantes de l'inflation. Et c'est là où j'en viens à mon troisième point. Il y a des particularités en France qui me font penser que le risque d'une inflation peut-être plus basse, mais plus durable, est significatif en France. Il y a deux canaux par lesquels on peut passer à un régime d'inflation plus durable. Le premier, ce sont les anticipations. Ça, c'est bien clair. Si les salariés et les patrons pensent que l'inflation est durable, les premiers demanderont des salaires plus élevés et les autres, sachant qu'ils pourront augmenter leurs prix, auront peu de raisons de leur résister. Alors, si en plus il y a une pénurie
à l'embauche, c'est une incitation en plus à augmenter les salaires. Donc ça, c'est de l'anticipation. Les gouvernements ne peuvent pas grand-chose là-dessus. Il y a des mécanismes sur lesquels je reviendrai, l'indexation, mais c'est quand même principalement le rôle des politiques monétaires de faire en sorte que ce soit clair pour tout le monde, les consommateurs, les salariés, les entreprises. Nous respecterons notre objectif de 2% d'inflation qui est maintenant devenu commun à toutes les banques centrales dans le monde depuis que la BCE a enfin accepté que ce ne soit pas 1,99 mais 2%. Donc les anticipations, c'est une question de politique monétaire. Mais il y a un deuxième mécanisme qui peut rendre l'inflation plus durable, ce sont les mécanismes d'indexation. Alors ils ont peut-être été réduits par rapport à ce qu'était l'indexation de fait, lorsque les économètres regardaient la boucle prix-salaire dans les années 70 et 80. Mais nous avons en France, pas seulement, c'est aussi le cas de l'Italie, de l'Espagne et de la Belgique. Là, il y a une espèce de consortium de pays où il y a une forte indexation des salaires. Et en France, ça passe quand même essentiellement par le SMIC. Et ceci nous donne un risque d'inflation auto-entretenue. Puisque c'est plus fort en France que ça ne l'est par exemple en Allemagne, le risque est plus élevé. Alors, je fais juste une petite insert sur la situation relative de la France et de l'Allemagne. La situation de l'Allemagne et surtout de l'Italie est bien pire que celle de la France, tout simplement parce que leur dépendance au gaz russe est bien supérieure. Donc le choc inflationniste et le choc sur le pouvoir d'achat, sur l'activité, il sera beaucoup plus fort. De ce point de vue-là, la France, si je puis dire, est dans une bonne position relative. Mais le risque que l'inflation dure plus longtemps est plus important qu'en Allemagne, où il n'y a aucune indexation des salaires. Les salaires, comme vous le savez, en Allemagne, sont purement laissés à la négociation entre les syndicats et le patronat. Quand on a une contrainte d'offre, comme je l'ai décrit, maintenir le pouvoir d'achat des salaires, c'est très bien, mais ceci veut dire que, d'une certaine manière, on entretient l'inflation par un autre biais. Si la production ne peut pas augmenter parce qu'il n'y a pas de pétrole, qu'il n'y a pas assez d'électricité, bref, qu'il y a des contraintes, que les semi-conducteurs, vous n'allez pas les inventer, ça ne pousse pas bien dans les champs, et que vous maintenez le pouvoir d'achat, vous maintenez la demande, alors que l'offre ne peut pas suivre. Et donc c'est quelque chose à garder en tête. Il y a de tas de bonnes raisons pour avoir des politiques de maintien du pouvoir d'achat. Il faut avoir en tête que ça fait partie des mécanismes aussi qui entretiennent l'inflation en ne permettant pas à la demande de descendre au niveau de l'offre. Alors comment réduire, je ne dirais pas le choc inflationniste, mais plutôt sa durée? Donc la première question, c'est est-ce que le gendarme qu'est la Banque centrale européenne est équipé pour ça? Est-ce qu'elle fait ce qu'il faut? Elle nous garantit que l'inflation restera à 2% à moyen long terme. Alors c'est très sage de dire moyen long terme, parce que les pics, que ce soit d'inflation ou de déflation, ne sont pas des choses sur lesquelles la politique monétaire peut grand-chose. De plus, la politique monétaire ne peut pas fabriquer d'électricité ou de gaz. Donc quand on a un choc d'offres, on comprend que la Banque centrale soit très prudente avant de se dire « Oh là là, il faut que je remonte mes taux d'intérêt ». Oui, mais est-elle crédible lorsqu'elle nous garantit qu'à long terme, on restera à 2%? Et c'est là où on peut avoir quand même quelques doutes. Et la problématique a été soulignée par Mathieu en particulier. Il est clair que la politique quantitative de la Banque centrale européenne, dont je rappelle que le but était de faire baisser les taux d'intérêt à long terme, donc de stimuler la demande en espérant que ça ferait remonter l'inflation. C'était l'idée. Cette politique quantitative est terminée puisqu'on ne cherche pas maintenant à faire baisser l'inflation. Or, cette politique quantitative, il faut appeler un chat, c'est ce qui a complètement annulé le risque de crédit de pays plus faibles. Et quand on dit pays plus faibles, eh bien, c'est une espèce de cache-sexe pour parler de l'Italie. Donc la prime de crédit que les investisseurs, qui sont les épargnants, normalement demandent lorsqu'ils ont des doutes sur une économie, a été totalement éradiquée par la politique quantitative de la BCE. Pendant plusieurs années, toutes les émissions du Trésor italien étaient achetées quasiment directement par la Banque centrale européenne, donc le marché était incapable de donner un prix à ce risque de crédit. Tout ceci est terminé. La politique quantitative n'a plus aucun sens, puisque l'inflation est là. Et donc le risque de crédit réapparaît avec le risque d'anticipation autoréalisatrice si les marchés vont trop loin. C'est-à-dire que la situation devient de pire en pire et que le risque de crédit, qui était peut-être petit au départ, pourrait devenir beaucoup plus important. Et donc vraiment le dilemme est très compliqué pour la Banque centrale européenne, ce qui n'est pas du tout le cas de la Fed, de la Banque du Japon ou de la Banque d'Angleterre. C'est-à-dire
politique quantitative, c'est terminé. Donc je ne peux plus cacher le risque de crédit de l'Italie et de quelques autres pays. J'espère que la France n'en fera pas partie. D'un autre côté, il faut quand même que je remonte un peu mes taux d'intérêt pour m'assurer que tout le monde a bien compris ces 2% à long terme. Oui, mais le faisant, j'aggrave la situation. Donc la BCE nous dit, mais nous, on est des gens très astucieux, on va inventer, et on va, d'ailleurs, je crois que ça sera présenté cet après-midi, peut-être que certains d'entre nous connaissent déjà le nom de l'instrument, on aura un instrument pour empêcher la fragmentation, c'est-à-dire que ce risque de crédit sur l'Italie et quelques autres pays devienne trop important pour que la zone euro reste gérable, et en même temps, on lutte contre l'inflation. Je peux vous dire qu'il risque d'y avoir un certain scepticisme, il faut écouter ce que la BCE va nous dire, mais il y a quand même un risque de crédibilité. Donc sur cette question de l'ancrage des anticipations d'inflation, le gendarme n'est pas forcément le plus crédible qu'on puisse imaginer. Alors, il y a un deuxième élément que je voudrais signaler sur le traitement de l'inflation et qui ne dépend pas directement des politiques économiques. C'est la conjoncture. Est-ce que la conjoncture pourrait régler notre problème ? S'il y a une récession, les récessions, c'est l'arme anti-inflation ultime, si je puis dire. Enfin, ça n'a pas toujours été le cas, mais ça risquerait de l'être. Or, de mon point de vue, je ne suis plus un conjoncturiste qui ait vraiment les mains dans le cambouis, mais je l'ai été suffisamment longtemps pour faire attention à tous les signaux qui viennent des enquêtes de conjoncture, et pas seulement en France, mais aux États-Unis. Et je vois que les anticipations des entreprises, c'est très clair en Allemagne, mais c'est clair en France aussi, et c'est clair aux États-Unis, depuis 3 mois sont en train de dégringoler. Puis il y a de bonnes raisons pour ça. Il y a ce choc d'offre qui est extrêmement important, il y a le risque de pénurie d'énergie, et il y a, ça n'a pas encore été mentionné, mais c'est extrêmement important, une forte dégradation des conditions financières de financement des économies et du secteur privé essentiellement. La chute du marché d'actions, c'est 17% depuis le début de l'année pour le SP500, pour l'indice américain, un peu moins pour le CAC 40, mais l'euro s'est déprécié. Mais surtout l'écartement des spreads de crédit. Alors, ce qu'on appelle les spreads de crédit, c'est ce que doivent payer en termes de taux d'intérêt en plus les entreprises par rapport aux États qui, eux, vous savez, peuvent toujours taxer leurs contribuables et renouveler leurs dettes, ce qui n'est pas le cas des entreprises. Or, les spreads de crédit s'écartent énormément, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a un renversement des politiques monétaires. Donc, le financement des entreprises, que ce soit par le marché des actions, que ce soit par le marché obligataire, et progressivement, parce qu'elles s'alignent par les banques, devient plus difficile. Quand il y a un resserrement des conditions financières, qu'il y a un choc d'offre, qu'on vous dit, et à juste titre, qu'il risque d'y avoir des pénuries, il est normal que les entreprises se disent ça risque de mal se passer. Moi, il me semble que la probabilité d'une récession aux États-Unis et en Europe, je ne me prononcerai pas pour la Chine, puisqu'elle était déjà en récession au 2e trimestre et que ça dépend beaucoup de leur politique. Mais en tout cas, pour ces 2 zones absolument essentielles pour les prix en général, cette probabilité d'une récession, disons à l'horizon de 6 mois, est assez importante. Si ce résultat, qui n'est quand même pas souhaitable, se réalise, les prix des matières premières baissent. Les anticipations d'inflation aux États-Unis sont déjà en chute libre parce que les marchés anticipent une récession. Donc les prix des matières premières baissent. Et lorsque vous avez une récession, eh bien, il y a moins d'incitation à avoir des revendications salariales puisque la préservation de l'emploi devient plus importante. Donc, évidemment, je ne souhaite pas que ce soit une récession qui règle notre problème, mais je vous signale que ça fait partie des choses qui sont peut-être dans les cartes. Alors, est-ce qu'il y a quand même des moyens positifs ? Bien entendu qu'il y en a. Limiter le risque d'inflation salariale, donc ça c'est très important pour éviter l'enclenchement de la boucle prix-salaire, peut se faire en réduisant temporairement les charges salariales. Ce qui intéresse les salariés, ce n'est pas le coût du travail, c'est le salaire qu'ils reçoivent. Par contre, les entreprises, elles, fixeront leur salaire plutôt par rapport au coût salarial. Et donc si temporairement, je crois que c'est la voie qui est choisie par l'Allemagne, on réduit les charges, ceci permet de préserver le salaire qui est directement perçu sans que le coût du travail augmente et donc sans déclencher cette dynamique. Alors évidemment, il y a un défaut, mais qui est toujours le même. Si on cherche à préserver le pouvoir d'achat, eh bien, on maintient la demande alors que l'offre a de la peine à suivre. Mais il n'y a pas de politique de pouvoir d'achat qui n'encourt pas cette critique, donc il faut faire avec. La deuxième façon de procéder, c'est celle qui est largement employée par quasiment tous les pays, mais en France encore plus qu'ailleurs, c'est limiter l'augmentation des prix de l'énergie. Et ça, c'est une politique intelligente parce que, justement, elle réduit le risque
d'accélération des salaires et donc d'inflation qui devient plus auto-entretenue. Elle a deux défauts, mais à nouveau, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Le premier, c'est que ça maintient une demande pour des produits énergétiques dont l'offre est réduite. Le deuxième, c'est que ça a un impact sur les finances publiques, mais là, Agnès Benassi en a parfaitement bien parlé. Alors, il y a un troisième point que je voudrais signaler dans les politiques qui peuvent aider, c'est de réduire la demande de produits énergétiques, parce que c'est quand même notre problème numéro un. Et il y a des propositions qui sont faites par l'Agence internationale de l'énergie, qui ont été publiées il y a quelques jours, 5 points, tout ça est exprimé dans un langage très diplomatique, bien entendu, mais en gros, ça nous dit il est temps de penser au rationnement, il est temps de penser à où va-t-on réduire d'une manière peut-être autoritaire la demande. Quand il y a un déséquilibre offre-demande, en gros, ça ne se résout que de deux façons, qui ne sont pas d'ailleurs contradictoires. La première, c'est les prix. Si ça devient très cher, les gens achètent moins. La deuxième, c'est de dire, désolé, voilà, vous aurez droit à telle quantité, que ce soit pour les industriels ou que ce soit pour les ménages. L'Allemagne a choisi cette solution-là et je crois comprendre qu'elle est déjà même assez bien avancée pour l'explicitation de plans de rationnement. Nous ne sommes pas en France dans une situation aussi difficile parce que nous avons une offre d'énergie qui est beaucoup plus diversifiée et qui dépend moins du gaz russe, mais il me semble qu'il faut dire les choses. Aujourd'hui, commencer à travailler sur des politiques de rationnement, ce serait de la bonne politique, y compris pour limiter l'inflation. Alors, le point commun de tout ce que j'ai cité, c'est que c'est temporaire. On va aller vers la conclusion temporaire. Voilà, temporaire. Voilà, justement, ma conclusion, c'est qu'il y a des politiques qui ne sont pas temporaires. Si on a un problème d'offre, eh bien, peut-être la meilleure politique, c'est d'augmenter l'offre. Et en particulier l'offre d'énergie, non carbonée, bien entendu. Alors, c'est évidemment des politiques de moyen-long terme. Mais ce n'est pas parce que c'est du moyen-long terme que ça ne vaut pas le coup de les mettre en œuvre immédiatement, car des chocs d'offres, nous en avons un qui est massif, qui est multidimensionnel aujourd'hui, mais rien n'exclut qu'il y en ait d'autres dans le futur. Donc travaillons tout de suite sur le long terme. Excusez-moi d'avoir été un tout petit peu trop long, Monsieur le Président. L'inflation telle qu'on la connaît aujourd'hui n'obéit pas tout à fait au canon de ce qu'on a pu nous enseigner il y a encore quelques années. Alors, je partage assez les chiffres que vous avez donnés sur l'origine. Alors, c'est évidemment principalement la question des énergies, dont je rappelle que le coût pour la direction du Trésor, je pense que c'est important, le coût de l'énergie pèse relativement lourd dans le déficit budgétaire et dans le déficit commercial de la France. Il fut un temps, c'était un peu plus de 50%. Là, on est autour de 38-40%. Donc, dans les orientations que les pouvoirs publics, l'exécutif et peut-être le Parlement aura à prendre, il y a sur ce sujet une réorientation. Alors, j'ai bien entendu le Président de la République faire un virage à 180 degrés par rapport au nucléaire. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Ce qui m'amène quand même à dire qu'il y a eu, je pense, des décisions et des choix malheureux qu'on va porter pendant un certain temps. Et vous parliez effectivement d'énergie décarbonée. Voilà, il y a vraiment de la difficulté et beaucoup de travail devant nous. Moi, je voulais revenir, alors je voulais poser la question sur est-ce que les uns les autres, vous pensez que cette inflation va être durable ? Deux d'entre vous ont déjà répondu, donc je maintiens néanmoins la question, peut-être plus pour Madame Benassi-Kéré. Et puis je veux revenir sur l'objet de cette table ronde, c'est essayer de comprendre, avec les phénomènes inflationnistes actuels, les conséquences sur le pouvoir d'achat et à l'aune des mesures proposées par étape par le gouvernement, avec une nouvelle étape, parce que ça commence, enfin c'est pas un Tour de France, mais ça y ressemble. Il y a même, je pense que parfois il y a des contradictions, il y a des manques de ciblage. Moi, je pense effectivement que vous avez évoqué plutôt la France rurale, et puis parfois également les contraintes en milieu urbain et également sur les plus basses rémunérations. Donc par rapport à tout ça, et avec les mesures qui sont annoncées aujourd'hui,
n'y a-t-il pas une forme de confusion si je prends la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui devrait devenir la prime de protection de la valeur, de partage de la valeur, oui. Moi, j'ai le sentiment elle s'annonçait temporaire, mais elle pourrait devenir pérenne. D'ailleurs, dans le fractionnement, ça voudrait dire qu'il y aurait un nouveau dispositif. Si on est pour essayer de combattre un pic d'inflation et de maintenir un pouvoir d'achat, ça devrait donc être temporaire. Donc, comment les mesures obéissent, selon vous? Est-ce qu'elles répondent bien à ce phénomène qui était espéré comme temporaire? Parce que si on répond de manière temporaire à un phénomène plus durable, on risque de frapper à côté de la cible et donc de désorienter nos concitoyens. Et puis, dernier élément, et peut-être pour nous, en la Commission des finances, le plus important, c'est tout ça a un prix, tout ça a un coût très lourd pour nos finances publiques. Comment pensez-vous que l'on puisse répondre de la meilleure des manières sur l'impact budgétaire, la dégradation de la plupart de nos agrégats budgétaires et de finances publiques? Et puisqu'on est au Sénat, j'ajoute que comme le président de la République avait annoncé mettre, une réduction supplémentaire de 10 milliards sur les moyens accordés par l'État aux collectivités locales quand celles-ci ont fait face à cette période sans dégradation de leur ratio, comment est-ce que vous imaginez la suite, c'est-à-dire éviter une dégradation peut-être importante, j'espère pas funeste, de notre économie et évidemment, de nos ratios budgétaires? D'abord, la question des difficultés de recrutement va me permettre d'insister sur le côté choc d'offre en vous parlant de l'enquête trimestrielle de l'INSEE, qui est très ancienne, elle date des années 70. Depuis 1990, elle pose aussi une question sur les difficultés de recrutement. Et lorsqu'on regarde les résultats de cette enquête depuis 1970, donc là je vous parle vraiment de longue période, il y a 2 pourcentages de répondants qui font crever tous les plafonds. C'est celui sur l'incapacité à produire plus en raison de difficultés de goulot de production, et ceci... par exemple, la pénurie de semi-conducteurs en fait partie. C'est un goulot de production qui est en amont pour les entreprises. On n'a jamais été aussi haut en termes d'écart type. On est un petit peu dans ce dont Denis Ferrand parlait. Mais c'est quand même très frappant que c'est le plus haut historiquement. Et pour les difficultés de recrutement, où la question n'est posée que depuis 1990, on n'a jamais été aussi haut. Donc nous avons bien affaire en France, je ne parle pas d'une enquête faite aux États-Unis, à un choc d'offre dans le sens où les entreprises, alors il s'agit surtout du secteur industriel, mais c'est assez important pour l'inflation parce qu'elle est beaucoup concentrée sur les biens, ne peuvent pas produire plus. Et donc le paradoxe dont vous parliez, monsieur le sénateur, de stimuler la demande alors que c'est l'offre qui est contrainte, et il est évident. Alors ma réponse quand même à votre question, c'est que ça a un sens si ça permet de limiter les enchaînements inflationnistes suivants. Donc, des politiques dont le but ne serait pas de stimuler la demande, ce qui est absurde quand on a un choc d'offres, mais de faire en sorte que les enchaînements salariaux soient modérés, est une politique que je trouve pertinente parce qu'elle pense moyen-long terme. Bon, et puis il se trouve qu'elle répond aussi, mais ça c'est une question qui est beaucoup plus politique, à des impératifs politiques de court terme. Donc il y a quand même un certain sens à faire cette chose absurde qui consiste à soutenir la demande, à condition que ce soit premièrement temporaire, deuxièmement que ça vise à réduire les enchaînements salariaux. Ce qui me fait répondre à la question comment est-ce qu'on finance les baisses de charges par le déficit budgétaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais je répète, le point crucial, c'est temporaire. On voit bien la difficulté politique, c'est quand on fait quelque chose de temporaire, tout le monde voudrait ensuite que ce soit permanent. Deuxième point sur lequel il faut vraiment insister, c'est la situation extraordinairement difficile de l'Italie. Je pense que c'est quelque chose qui s'annonce mal pour l'ensemble de la zone euro. C'est un cauchemar pour l'Italie avant tout, mais aussi pour la Banque centrale européenne. En plus du fait que la croissance en Italie est nulle depuis très longtemps, donc quand on se plaint des gains de productivité en France, c'est une affaire qui est très ancienne en Italie, et c'est la raison principale pour laquelle les marchés sont inquiets. La politique budgétaire italienne, elle a toujours été restrictive, enfin elle n'a pas toujours, bien entendu, mais elle est restrictive depuis très longtemps, mais quand il n'y a pas de croissance,
on peut se poser la question comment allez-vous rembourser votre dette? D'ailleurs, c'est la BCE qui achète votre dette d'habitude. Donc, l'Italie est dans une situation fragile ancienne, mais se conjugue le choc Covid qui touche quand même d'une manière particulièrement importante l'industrie touristique, qui est importante pour l'Italie, et deuxièmement, le choc énergétique. Excusez-moi du peu, ça nous fait 3 chocs pour l'Italie, et donc les réponses que la BCE va nous donner aujourd'hui sur son outil anti-fragmentation sont importantes, mais je pense qu'il faut se dire d'avance que le risque italien a augmenté avec ces crises. Alors l'Italie bénéficie de transferts de l'Union européenne, ça pourrait ne pas être suffisant, ça doit être sur nos radars. Troisième sujet, est-ce qu'il faut mobiliser l'épargne excédentaire dont Denis Ferrand nous a expliqué qu'elle était déjà à 40 ou 50% rognée par l'inflation, mais ça en fait quand même 50% qui reste. Alors moi je dirais que si c'est la mobiliser pour que ça aille à la consommation, il ne faut pas le faire puisqu'on a une contrainte d'offre. Donc pousser les gens à plus consommer aujourd'hui, ça fait de l'inflation plus qu'autre chose. En revanche, faire en sorte que cette épargne puisse aller vers des investissements, donc c'est une autre manière de soutenir l'économie. Ce n'est pas l'enchaînement habituel, pouvoir d'achat, consommation, emploi, non, pas du tout. Si ça va vers de l'investissement et que cet investissement permet d'augmenter l'offre à long terme de choses dont nous manquons comme l'énergie décarbonée, c'est évidemment une chose qui me paraît très intelligente. Euro, dollar et politique monétaire américaine. Alors ça, c'est assez crucial. La politique monétaire américaine a été en retard sur l'évolution de l'inflation aux États-Unis, qui, je le rappelle, avait commencé par une accélération des coûts salariaux avant la crise Covid. Donc c'était déjà une économie au plein emploi où on commençait à avoir accéléré. Bon. La Fed est restée, si je puis dire, un petit peu de côté jusqu'à que les chiffres d'inflation et le fait qu'elle soit assez généralisée aux États-Unis l'aient obligé à réagir. Ben Bernanke a reconnu, même s'il n'en fait plus partie, il est solidaire, que on a été trop long à réagir. Et donc on ne va pas se plaindre du fait que la Fed réagisse contre l'inflation américaine. Je rappelle que l'inflation, c'est mondial et que si on a de l'inflation aux États-Unis, on a de l'inflation partout. Alors évidemment, il y a un jeu non coopératif par définition des politiques monétaires. En relevant ces taux d'intérêt, la Fed contribue à faire monter le dollar, dont la principale raison pour laquelle il monte, c'est l'augmentation du prix du pétrole. Ce n'est pas la politique monétaire. Lorsque le prix du pétrole augmente, il y a un recyclage des pétrodollars, moins important que dans les années 70, qui va vers des actifs américains, donc plus de demande de dollars. Et en plus, ce qui fait une grande différence avec les années 70, les États-Unis, maintenant, sont exportateurs nets d'énergie, en particulier grâce au gaz de schiste. Donc ces deux facteurs expliquent l'essentiel de la hausse du dollar. Vient s'y rajouter la politique monétaire. Donc de mon point de vue, ce n'est pas tant l'euro qui est faible, c'est un dollar qui est hyper fort contre toute monnaie. Alors je signale en passant, on n'en a pas parlé, mais que ceci pose un grave problème pour le crédit d'un grand nombre de pays émergents. Les spreads de crédit dont je parlais pour les entreprises sont en train de s'écarter de manière très importante pour des pays qui dépendent beaucoup de la politique monétaire américaine, mais qui ne sont pas directement concernés par les décisions. La Fed ne prend pas ces décisions pour la zone dollar. Donc, nous sommes, si je puis dire, dans la zone euro, victimes collatérales. La seule manière qui pourrait compenser en partie cette politique monétaire américaine, ça serait d'avoir une politique monétaire équivalente. Mais on a tous compris, je viens de rappeler la situation italienne, que les dégâts seraient encore pires que l'avantage qu'il y aurait à avoir une monnaie plus forte. Donc je pense que ceci on doit l'accepter. S'il y a récession, les mécanismes sur le dollar s'inversent. Les anticipations sur les taux d'intérêt s'inversent, le prix du pétrole baisse, donc le dollar baisse. Donc ne nous préoccupons pas trop de cette baisse de l'euro par rapport au dollar, c'est quelque chose qui est transitoire. J'en reste là, Monsieur le Président. Bien, et vous avez fixé la maille pour les autres, donc Mathieu Plane va bénéficier de 7 minutes. 7 minutes. Ah oui. Ok. Tu me dois 2 minutes. Je dois 2 minutes. Du coup, il y a beaucoup de questions, donc merci en tout cas. Ça soulève quand même pas mal d'interrogations et on va essayer d'apporter quelques réponses en quelques minutes. Sur le choc d'offre négatif, je partage en partie en fait le diagnostic. Parce qu'il y a 2 chocs d'offres en fait dans cette affaire. Il y a quand même un choc d'offre sur les matières premières, qui n'est pas le même que sur les produits industriels. Or, ça n'a pas les mêmes effets, y compris sur notre balance commerciale, et les réponses qu'on peut donner à ce choc d'offre négatif. Dans un cas, on voit bien qu'on a un problème de politique industrielle,
avec les approvisionnements, enfin qu'on ne va pas régler du jour au lendemain, mais qu'on connaît depuis un certain temps, avec les déficits commerciaux qu'on a évoqués. Donc ça pose la question de comment être plus performant d'un point de vue industriel. Et quelles sont les politiques à mener. Dans l'autre cas, le choc d'offres négatif lié au fait que la Russie, progressivement, a écarté du marché mondial des hydrocarbures, pose beaucoup de questions et les effets notamment sur la demande, sachant que bien sûr on ne va pas produire ces hydrocarbures. Et que même substituer ces hydrocarbures par d'autres types d'énergie qui sont non fossiles pose beaucoup de questions et c'est des enjeux de moyen-long terme. Donc ça pose d'abord la question de comment on répond à ce choc sur l'énergie, quel est son impact sur les ménages et sur les entreprises, et comment on essaye d'accélérer, j'allais dire peut-être le point positif de cette crise, c'est peut-être d'accélérer la transition. En tout cas, d'essayer de trouver des solutions pour avoir un mix énergétique plus décarboné et éventuellement trouver des voies vers une consommation, on va dire, un peu plus efficace. Mais dans le court terme, on sait que l'énergie est assez peu substituable, même si vous faites un peu de sobriété, si vous essayez d'instruire un peu de télétravail ou de covoiturage. Pour beaucoup, et on l'a dit, le problème c'est que c'est un choc aussi assez différent selon les types de ménages. Entre le cadre parisien dans un appartement et effectivement la classe moyenne en zone rurale qui a 2 véhicules avec un logement peut-être assez mal isolé, le choc n'a rien à voir. Donc le problème, c'est que c'est aussi la difficulté d'accompagner le changement et l'impact à court terme social, quoi. C'est-à-dire, on voit que si un bien est peu substituable, c'est directement le reste à vivre qui diminue. Et là, vous êtes aussi face à autre chose, c'est comment on répartit en fait ce choc inflationniste, c'est-à-dire qui prend en charge le choc inflationniste. L'État, en fait, en réalité, a fait relativement beaucoup, j'allais dire, par rapport à ce qu'on a vu ailleurs. C'est pour ça que ça coûte cher et que ça a été peu ciblé dans un premier temps. La question maintenant, c'est de dire, si le choc finalement n'est pas transitoire, on ne peut pas maintenir des dispositifs aussi larges et donc il faut les cibler. Et on voit que plus on va aller dans le détail et plus on va essayer de cibler, plus c'est délicat et plus ça va faire des perdants. Et vous essayez de garder un signal prix, c'est-à-dire dire en sorte, il n'y a pas forcément de raison de mettre un prix de l'énergie à un niveau bas alors que le niveau du prix mondial est très élevé ou alors ça coûte très cher. Donc c'est où est-ce que vous faites ce ciblage? Or, c'est vrai que j'ai l'impression que le ciblage, il va être relativement bas. Il va couvrir, on va dire, au SMIC, voire un peu au-dessus. Donc ça va poser toute la question, j'allais dire, des personnes qui sont 1,2, 1,3, 1,5 SMIC, dont, et ça, l'État n'y peut rien, mais on voit bien que la réponse aussi des employeurs peut être très différente sur le salaire. C'est-à-dire, on a des élasticités, nous, c'est en gros, c'est 0,5. C'est-à-dire que quand l'inflation augmente comme ça de 1%, les salaires augmentent de 0,5 en fait dans un premier temps. Mais la situation peut être très différente selon les situations individuelles. Et donc, certaines entreprises ont des marges de manœuvre pour augmenter les salaires et d'autres beaucoup moins. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des retraités qui vont voir, et assez logiquement, leur retraite augmenter, ou les personnes au SMIC ont une garantie de pouvoir d'achat. Donc la question qui va être fondamentale, c'est pour les personnes qui sont en emploi, qui sont au-dessus du SMIC principalement, et dont l'employeur, qui sont dans des PME, n'ont pas forcément les marges de manœuvre pour les augmenter. Et cela, ils passent en fait à travers les mailles du filet, j'ai l'impression. Et ça va être assez difficile d'expliquer que ce sont un peu les perdants de cette crise-là. Donc voilà, donc je ne dis pas que j'ai pas de réponse très claire là-dessus, mais ça pose vraiment cette question de ce choc d'offres et comment on essaie d'accompagner ce choc d'offres aussi d'un point de vue social, parce que ça a des impacts sur le pouvoir d'achat. Surtout, autre point, l'épargne accumulée, elle est considérable. On parle de 170 milliards depuis le début de la crise. Mais forcément, c'est pareil, elle n'est pas accumulée de la même façon. En gros, 80% de cette épargne est détenue par les 25% des ménages en haut de l'échelle des revenus, ce qui est assez logique, on regarde des choses. Donc c'est vrai que c'est pareil, si vous cumulez le choc macroéconomique et ces chocs individuels, on a des choses très très différentes. C'est-à-dire entre des ménages qui ont accumulé de l'épargne, qui sont moins exposés à ce choc et qui ont des capacités de réagir, et ceux qui ont déjà mangé leur épargne et qui se retrouvent avec un choc très négatif. Donc j'allais dire, le problème, c'est qu'on a un choc macroéconomique, et donc on parle de risque de récession. Moi, je serais un peu moins dur. Enfin, je pense que bien sûr que le risque de récession est évident, mais je pense qu'il dépend beaucoup de ce qui va se passer dans les mois à venir avec la Russie, l'approvisionnement du gaz russe, qui sera à mon avis assez déterminant. Mais on a aussi un choc microéconomique, et c'est là la difficulté des pouvoirs publics, c'est comment vous répondez à des chocs micro. Pour les entreprises, pour les ménages, vous n'allez pas traiter 30 millions de cas.
Et donc, forcément, vous allez avoir des effets de seuil, vous allez avoir des problèmes. Et en même temps, vous avez une question budgétaire. Il faut être raisonnable aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a déjà eu un choc Covid qui a été massif. On a près de 200 milliards d'euros d'impulsions budgétaires qui ont été mis. Et donc, on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça, où à un moment donné, va se poser la question du financement, surtout avec la remontée des taux dont on a parlé. Si les taux remontent et que notre croissance diminue, ça va poser quelques difficultés. Donc, une récession, ça pose aussi ces difficultés-là. C'est qu'une récession, c'est aussi moins de recettes fiscales. Donc, vous êtes face à ce problème-là. Et du coup... bon, je termine peut-être là-dessus. Un point important aussi, et c'est pour ça que je ne veux pas envoyer trop de signaux négatifs, mais quelque part, j'allais dire, nous, enfin, en tant que macroéconomistes, on a une interrogation forte, c'est comment ça se fait qu'on crée autant d'emplois. Et c'est plutôt une bonne chose pour le marché du travail, mais on reconnaît, il y a toujours le revers de la médaille. C'est que le revers de la médaille, c'est que la productivité a baissé depuis 2019, ce qui est aussi historique. C'est-à-dire que pour produire la même chose, on a besoin de plus d'emplois. Vous regardez la valeur ajoutée aujourd'hui du secteur privé, elle est au même niveau que la valeur ajoutée de fin 2019. Donc on réalise la même valeur ajoutée d'un point de vue macroéconomique. On a 700 000 emplois en plus. Donc 3% d'emplois en plus. On a besoin de 3% d'emplois en plus pour produire la même chose. Ce qui pose la question, effectivement, des marges de manœuvre, y compris des entreprises, pour augmenter les salaires dans ce cadre-là. C'est-à-dire que soit il y a un peu de croissance et elles vont faire de la productivité, mais elles vont détruire des emplois, soit elles augmentent les salaires dans ce cadre-là, et ça va poser beaucoup de questions sur leur compétitivité. Donc, c'est vrai que l'équation est malheureusement assez dure, surtout dans un monde où on va devoir accélérer la transition, une inflation qui peut être un peu plus robuste, le problème des déficits et un ralentissement de la croissance. Donc les enjeux, j'allais dire, je crois que Bruno Le Maire le disait, le plus dur est devant nous, et je veux bien croire que c'est en partie vrai, quoi. Bon, ça nous aide tout ça. Merci Mathieu Plane d'avoir dit votre absence de solution. Denis Ferrand, on va demander... Ferrand, pardon. Eh oui, on va vous remettre à votre place, madame. Vous allez conclure. Traditionnellement, nous laissons plutôt la direction du Trésor conclure, vous voyez. Monsieur le Président, juste avant de donner la parole si vous voulez. Je peux dire un mot sur la productivité. Vous aurez tout inventé, monsieur. Alors allons-y. À titre exceptionnel. Non, c'est pour mettre un bémol à ce constat qui a été fait par Mme Benassi et par M. Plane de la baisse de la productivité, en tout cas de son fort ralentissement. Une des raisons quand même très importantes est une très bonne raison. C'est que les réformes du marché du travail font qu'aujourd'hui sont employés en France des gens qui ont une plus faible productivité que le pool de ceux qui étaient employés auparavant. Si on fait des réformes du marché du travail, je me félicite qu'elles aient réussi. On a réussi à faire baisser le taux de chômage à 7%. Pas de provocation, pas de provocation. Ça fait inévitablement baisser la productivité. Avant ces réformes du marché du travail, je disais aux gens qui me posaient des questions, je saurais si ça marche, si la productivité baisse. Donc ce n'est pas en soi une mauvaise nouvelle. La productivité structurelle, c'est beaucoup plus important. Et ça, c'est une question d'innovation. Est-ce que nous innovons assez en France ? Je crains que non, mais cet effet de productivité qui tient à la composition de la force de travail, on ne va quand même pas le regretter. On ne va pas regretter que des gens puissent travailler aujourd'hui en France, alors qu'auparavant, ils ne pouvaient pas travailler. Je préfère la conclusion. Alors, Denis Ferrand. Pour compléter sur ce point, parce qu'effectivement, ça faisait partie des éléments que je voulais évoquer, revenir sur l'enjeu de productivité, qui est vraiment déterminant sur les évolutions des salaires. Je crois plus à la détermination de la productivité vers les salaires que des salaires vers la productivité. Donc la théorie du salaire d'efficience, je crois quand même plus que c'est la productivité qui détermine dans un premier temps les salaires. Sur la productivité, il y a aussi un élément qui est... Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'observation que vient de faire Eric. Il faut regarder que sur les taux d'emploi qui ont le plus bougé récemment, c'est le taux d'emploi des plus jeunes. Et ça, c'est l'impact notamment des politiques de développement, de l'apprentissage, de l'alternance. On a 4,5 points de taux d'emploi en plus pour les 16-24 ans par rapport à la situation de 2019. Et il n'y a aucun autre pays européen qui a le plus augmenté son taux d'emploi des 15-24 sur la période récente. Et ça, c'est un effet de composition sur la productivité. Deuxième élément de composition qui est tout à fait remarquable sur la période récente pour expliquer le ralentissement de la productivité, ce sont les pratiques de rétention de main-d'œuvre dans les entreprises, et en particulier dans l'industrie. Depuis 2019, la productivité de l'industrie est négative, alors que c'est le secteur, quand bien même on sait que l'industrie a un poids dans le PIB qui est quand même assez faible en France relativement à la zone euro, et c'est une litote que de le dire.
Eh bien, l'industrie, grosso modo, elle produit entre 40 et 50% des gains de productivité de l'ensemble de l'économie. Or, depuis 3 ans, la productivité, enfin la valeur ajoutée a moins progressé que ne l'a fait l'emploi dans l'industrie, donc la productivité a reculé. Et là, c'est vraiment les politiques de rétention de main-d'œuvre. Je sais que j'ai des difficultés de recrutement très aiguës. Eh bien, au premier retournement conjoncturel venu, je vais essayer de préserver le plus longtemps possible mes salariés en place parce que je sais que j'aurai du mal à les retrouver au moment du redémarrage de l'activité. Et ça, c'est vrai que c'est un des effets assez forts des difficultés de recrutement. Alors, je vais passer en revue quelques points effectivement sur la surépargne. Cela a été évoqué par Mathieu à l'instant. Je crois que c'est dès le mois de mars que le CAE avait dit qu'en gros, la surépargne des 2 premiers déciles avait été lessivée. Donc, alors maintenant, je ne sais plus jusqu'où c'est en train de remonter, mais probablement qu'on doit être pas loin du 5-6e décile, désormais, dont la surépargne aura disparu. Mais je n'ai aucun élément pour... Là, c'est juste un jugement, c'est juste un sentiment, hein, bien plus qu'autre chose. Sur le caractère durable de l'inflation, effectivement, je ne me suis pas prononcé là-dessus. Il y a un point, ça a été évoqué par Eric, c'est que, et ça a été repris aussi par plusieurs d'entre vous, on n'avait pas parlé dans nos présentations du taux de change, parce que le taux de change, en fait, vient donner une deuxième étape peut-être à l'inflation importée. C'est-à-dire que l'inflation importée venait principalement des cours des matières premières. Et effectivement, les matières premières reculent en ce moment, et c'est très fort sur les métaux. C'est aussi une bonne illustration de ce qu'il y a un risque de récession qui est croissant devant nous. Mais désormais, l'inflation importée peut-être changer de nature, dans le sens où elle proviendra un peu plus du comportement de l'euro contre le dollar, quand bien même, je suis d'accord, on ne le voit pas se dégrader encore bien, enfin se déprécier encore bien plus longtemps, parce que les écarts de taux d'intérêt vont progressivement se resserrer. Sur le revenu disponible brut, en fait, le graphique que j'avais montré, sur lequel vous êtes revenu, monsieur le sénateur, c'était un graphique qui essaye de réconcilier le message des économistes. Les économistes, en gros, ils disent mais il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat pris à l'échelle macroéconomique. Et c'est vrai qu'on a une progression sur 10 ans de 10% du pouvoir d'achat du revenu disponible brut. Alors, c'est peut-être pas assez, je ne sais pas, mais ça, c'est une affaire d'appréciation. Mais quand on le regarde ensuite au niveau du ressenti, le ressenti, il est exprimé par un ménage. Or, quand on va corriger le revenu disponible par la composante démographique, par la composante également sociologique, il faut se rappeler que le nombre de ménages progresse 2 fois plus vite que ne le fait la population. Alors, on se rend compte qu'il n'y a pas de progression du pouvoir d'achat, et pas seulement sur les 3 dernières années, mais également depuis 2010. Donc, il y a bien une mesure qui est utilisée par les économistes qui dit il y a du pouvoir d'achat qui est distribué, mais le ressenti individuel du fait de ces évolutions démographiques et sociologiques n'est pas au rendez-vous. Donc voilà, j'ai essayé de réconcilier les deux appréciations. Sur l'aspect des minima sociaux qui était évoqué par Didier Rambaud, je ne sais pas combien de salariés sont concernés, je crois que c'est assez peu. Il y a très peu de salariés qui se trouvent au minima de branche, et surtout quand ils passent en dessous du SMIC, parce que de toute façon, c'est la règle du SMIC qui va s'imposer. Alors, il n'y a pas de mécanisme automatique qui induisent, dès lors que le SMIC dépasse le minima social, il n'y a pas de mécanisme automatique qui fait une renégociation de la part dans les branches. Tout se passe dans le cadre des NAO, des négociations annuelles obligatoires, qui en général se tiennent plutôt en fin d'exercice ou au début d'exercice, et qui étaient en fait calées de facto sur le rythme d'évolution du SMIC. Là, on est sur une période qui est très particulière, qui tient à ce qu'il y a des relèvements du SMIC qui interviennent en cours d'année, et donc beaucoup de branches ayant mis en place des clauses de revoyure en cours d'année, on va avoir des renégociations qui vont se faire, mais la proportion de personnes concernées est relativement faible. Alors après, le nombre de smicards, c'est, je crois, aux environs de 12% des salariés, et toute la question est de savoir comment va se déplacer la hausse du SMIC vers les personnes qui sont situées un peu au-dessus du SMIC. Est-ce qu'on va avoir une augmentation très importante de la proportion de SMICards en proportion des salariés? C'est là le point qui me semble être assez important à regarder. Et puis, sur la mobilisation de la surépargne qui reste, parce qu'il en restera, effectivement, ça doit être mis effectivement au regard des enjeux d'investissement. Nous avons, et en particulier d'investissement dans la transition énergétique, nous avons essayé d'estimer à Rexecode le montant d'investissement qu'il faudrait faire pour simplement se mettre sur la trajectoire du zéro net, enfin du net zéro, pardon, en 2050. Il nous manque en gros entre 40 et 70 milliards d'investissements par an.
Donc ça veut bien dire qu'il y a un enjeu de mobilisation de toutes les ressources financières dont on peut disposer pour les flécher vers l'investissement. Donc la mobilisation de cette surépargne à destination de l'investissement nous semble tout à fait fondamentale pour tenir les objectifs que l'on s'est assignés dans le cadre de la réduction. Nous avions appelé à la formation de fonds de garantie, de fonds de capital garanti. C'est à destination de l'épargne moyenne. C'est toujours une mesure que l'on porte parce qu'elle sera vraiment fléchée sur l'investissement. Alors je n'ai pas le temps de répondre à tous les aspects. J'insisterai effectivement sur l'aspect italien. Il y a quand même une inquiétude assez forte à voir sur l'Italie, d'autant que ces substituts en termes de mobilisation d'énergie, que sont notamment l'hydroélectrique, eh bien, ils se trouvent aussi un peu complexifiés dans une période d'absence d'eau et de forte sécheresse que connaît l'Italie. C'est aussi une circonstance qui va être très importante, qui fait un déséquilibre énergétique. C'était juste pour en rajouter un petit peu plus dans le noir. Oui. Aussi, vous ne nous avez pas, mais personne ne nous a rassurés sur quoi que ce soit, donc ce n'est pas tout à fait l'objet de cette réunion aujourd'hui, mais vous nous avez dit que la surépargne, même si on la mettait sur les objectifs en termes donc de transition énergétique par exemple, ou écologique de manière plus large, ça serait une année quoi, une année d'investissement. Oui. Ouais, ça ne résout pas tout quoi. Bon, tout à fait. Très bien. Bon, ben c'est à vous, Madame Benassi-Kéré. Alors, donc, traditionnellement, on laisse conclure, si je puis dire, un interlocuteur avec lequel nous sommes forcément en discussion dans le cadre des projets qui nous viennent. Et puis, vous allez avoir une responsabilité supplémentaire, c'est de bien vérifier que tous nos collègues ont eu une réponse. Et donc, si par hasard il y avait quelques trous, ils sont pour vous. Et sinon, il y aura une petite bronca à la fin, vous verrez, c'est très sympathique. Madame Benassi-Kéré. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je répondrai avec plaisir à la plupart des questions. Vous m'arrêterez quand l'heure sonnera. D'abord, j'étais d'accord avec presque tout ce que disaient mes collègues. Je voulais insister peut-être sur l'aspect stabilisateur de la conjoncture mondiale. C'est-à-dire qu'effectivement, si la conjoncture ralentit, si la croissance ralentit à cause de ce choc d'offres, eh ben, c'est stabilisant. Et en particulier, je voulais donner un petit ordre de grandeur sur le pétrole, parce que le pétrole russe, c'est à peu près le pétrole russe envoyé en Europe, donc qui est soumis à l'embargo, c'est à peu près 4% de l'offre mondiale. C'est un marché mondial. Et on voit bien que si la croissance mondiale ralentit de 1 point, eh bien, il y a déjà un quart de ce choc qui est absorbé. Si on pense que 1% de croissance en moins, ça fait 1% de demande de pétrole en moins. Grosso modo, c'est ça. Et donc, ça va assez vite, en fait, parce que c'est un marché mondial. Ce n'est pas la même chose pour le gaz, qui est un marché local. J'étais moins d'accord. Bon, d'abord, sur la conjoncture, tous les indicateurs ne sont pas catastrophiques. Il y a encore des motifs d'espoir. Et en particulier, les conditions financières. Bon, Eric a insisté sur les spreads, mais le crédit ne ralentit pas. Il est encore très dynamique. D'ailleurs, on pourrait s'en inquiéter, mais il y a encore du soutien. Il y a encore du soutien et les climats, tout n'est pas négatif. Enfin, non, on n'a pas une lecture complètement sombre de la conjoncture, même si ça se dégrade, c'est certain. Et alors sur la mesure baisse temporaire des charges, là par contre j'ai une petite différence d'appréciation. Je pense que y a la théorie de l'incidence, elle nous dit que sur les hauts salaires, ça va augmenter les salaires des gens qui ont déjà de la surépargne, déjà, et donc ça ne va en rien, à mon avis, résoudre le problème de l'inflation, ni les problèmes, peut-être un peu les problèmes de recrutement des hauts potentiels, ça c'est vrai, mais et le fait que ce soit temporaire, c'est quand même très difficile. Et donc c'est pour ça qu'on est quand même un peu circonspect par rapport à d'autres pays qui ont choisi de baisser la fiscalité, des charges, etc., en disant c'est temporaire. En France, les mesures temporaires ont tendance à durer. Et c'est extrêmement coûteux, donc c'est de manière très coûteuse. Alors, du coup, j'en viens au point central, qui est, donc c'est un terme de l'échange. Une partie de ce qu'on produit va partir vers le reste du monde, même s'il revient éventuellement sous forme de recyclage. Et donc les pétro-dollars, pétro-euros peuvent financer une partie de notre transition énergétique, ce qui serait quand même intéressant. Mais c'est une perte pour le pays. Donc ça doit se répartir entre baisse de pouvoir d'achat pour les ménages, en numéro agrégé, je ne parle pas, baisse des marges pour les entreprises et
le reste, c'est pour le contribuable. Et le contribuable, c'est de nouveau des ménages et des entreprises. Donc, on reporte sur l'État, mais en fait, in fine, l'État, c'est encore nous. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Et là, la boucle prix-salaire, c'est une sorte de lutte entre les travailleurs et les entreprises pour ne pas supporter la perte. Et en fait, le fait qu'à chaque tour, on répercute à 100%, ça accélère la boucle prix-salaire. Donc il est urgent de la ralentir en faisant supporter une partie de la charge à ceux qui peuvent. Donc soit qu'ils ont accumulé de l'épargne, soit qu'ils ont accumulé des marges pour répartir cette perte et que ce n'est pas que le contribuable qui va la supporter, éventuellement de manière très inéquitable. Et là, je voudrais faire vraiment la différence par rapport au prix de l'énergie décarbonée. Si on avait un choc de prix de l'énergie décarbonée, si l'énergie décarbonée est aussi chère que l'énergie fossile, c'est pas du tout pareil, parce que ça reste dans le pays. Et donc, on a des entreprises qui produisent de l'énergie décarbonée à un prix élevé, et ce prix élevé, éventuellement, on va répartir une rente, ou je ne sais pas, mais ça reste dans le pays, c'est complètement différent comme analyse. D'où l'importance de la transition écologique et d'y mettre vraiment les moyens. Alors, est-ce que l'inflation va être durable ? Donc, pour 2022, le gouvernement prévoit en moyenne annuelle une inflation de 5%. Rappelez-vous qu'au début de l'année, c'était largement inférieur à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est à peu près dans la moyenne des autres prévisionnistes. Attention, c'est au sens de l'INSEE. Quand on fait des comparaisons internationales, on prend la Banque de France, et donc c'est l'inflation harmonisée qui est un peu supérieure, notamment en ce moment où il y a beaucoup d'inflation énergétique. Donc tout ça est... Alors, on peut tous se tromper, c'est tout à fait possible. 2023, il n'y a pas encore de prévision officielle, mais on s'attend quand même à un reflux de l'inflation avec un changement de composition qui a déjà été mentionné, avec plus d'inflation interne sous-jacente et moins d'inflation énergétique, ne serait-ce que par un effet de base. Et par contre, il faut distinguer le niveau qui peut être permanent. Donc on aurait une hausse permanente du coût de l'énergie, et puis une inflation qui, elle, serait, qui régresserait de manière graduelle. Et donc ça pose en effet la question de la fin des boucliers. Puisque si on a une marge d'escalier, même si ça cesse d'augmenter, on a une marge d'escalier, et il va bien falloir que progressivement le prix du gaz, le prix de l'électricité rattrape la marge qu'on a ratée d'une certaine manière volontairement. Et ça fait effectivement de l'inflation peut-être plus basse et plus durable, mais en fait, et quand on discute avec les gens de la BCE, ils sont d'accord avec ça, ça peut in fine amener à un niveau de prix plus bas. Que s'il y avait eu une inflation très forte pendant une période plus courte, parce que ça maintient des anticipations relativement ancrées, et ça maintient une boucle prix-salaire, disons, contrôlée.